C'est tombé il y a quelques jours. Marine Le Pen, 4 ans de prison, 2 fermes, inéligibles. Boum! La France explose en deux. D'un côté, on a les enfin une vraie justice, c'est la fin de l'impunité, il y a des règles, même pour les puissants. Et l'autre, on a procès politique, acharnement judiciaire, et pendant ce temps-là, les voyous courent encore. Les plateaux s'enflamment, les hashtags pleuvent, les commentaires deviennent des tribunaux, tout le monde se transforme en juge sur les réseaux, et moi, je fais une vidéo. Petite précision, avant d'aller plus loin. Ce que vous allez entendre ici, ce n'est ni une prise de position politique, ni une défense, ni une accusation. C'est même pas un plaidoyer pour un camp ou un autre. La droite, la gauche, le milieu, le haut, le bas, c'est pas mon propos ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une question. Une question simple, dérangeante et trop rarement posée. Est-ce qu'on peut vraiment rendre une justice impartiale quand ceux qui la rendent sont par essence humains? Marine Le Pen condamnée. Inéligibilité exécutoire, c'est dur à dire. Quand le jugement tombe, ça veut dire pas de présidentielle, point à la ligne. La sentence s'applique tout de suite, et ça, c'est rarissime. Bon, à côté de ça, en quelques jours, la cour d'appel a dit « on va faire vite ». Vous inquiétez pas. Alors forcément, face à tout ça, tout le monde regarde ailleurs. Eh oui, vers Nicolas Sarkozy par exemple. 3 condamnations, une affaire de corruption, une tentative de trafic d'influence, une autre d'irrégularité de financement, et pas un jour de prison ferme au final. Un bracelet électronique certes, mais des années d'appel et toujours éligible. Alors oui, sur le plan juridique, les dossiers sont pas du tout identiques. Les magistrats ne sont pas les mêmes, le timing non plus. Mais dans l'esprit collectif, ce genre de contraste, ça crée des interférences. Ce sentiment de traitement à géométrie variable, en plus, il ne s'arrête pas là. On pourrait presque se dire « bravo la droite !» Mais ça serait pas un peu le temps d'élargir un petit peu? Tiens, prenons un client particulier, plus à gauche peut-être, un client du Sofitel, DSK, Dominique Strauss-Kahn, directeur du FMI, favori pour la présidentielle de 2012. Interpellé, accusé d'agression sexuelle à New York, et puis tout s'effondre. L'affaire se règle aux États-Unis par accord financier. En France, rien. Aucun procès, aucune condamnation. La justice ne s'est même pas prononcée. Et pourtant, tout le monde avait un avis. Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! Cette phrase lancée face aux policiers lors d'une perquisition, une image filmée, partagée, rejouée en boucle, et un leader politique qui, dans son propre récit, incarne l'institution. Littéralement. Condamnation? Ouais. 3 mois avec sursis pour rébellion et provocation. Mais au fond, ce que tout le monde retient, c'est pas le jugement, c'est l'image. L'idée qu'un responsable politique peut invectiver les autorités et continuer son chemin, porté par son électorat. Alors non, il ne s'agit pas de dire que tout se vaut. Il ne s'agit même pas de dresser un palmarès des scandales, ce serait trop simple. Mais plus les affaires s'accumulent, plus les verdicts divergent, et plus la justice semble vaciller dans ce qu'elle promet, l'équité. Depuis l'enfance, l'image est claire. Une femme en toge, droite, impassible, les yeux bandés, la balance parfaitement horizontale. Ce que cette image raconte est simple. La justice n'a pas d'émotion, pas d'opinion, pas de préférence. Elle ne voit ni les noms, ni les visages, ni les drapeaux. Elle ne connaît que les faits, les textes, les preuves. C'est beau comme idée, mais dans la vraie vie, est-ce que ça tient encore? Il suffit d'entrer une fois dans une salle d'audience pour sentir que cette promesse vacille. Le bandeau, symbolique? Il n'empêche pas les regards. Et la fameuse balance, elle tangue parfois bien avant qu'un mot ait été prononcé. Parce que dans cette salle, il y a des êtres humains, des magistrats, des jurés, des juges, avec leur histoire, leurs croyances, leurs émotions, leurs failles. Et ces failles, même minuscules, peuvent tout changer. Un regard perçu comme hautain, un frisson dans la voix, une larme mal placée. Rien de tout cela n'est écrit dans le code pénal. Mais tout cela joue. On croit souvent que la justice fonctionne comme une horloge suisse, un mécanisme huilé où chaque pièce a sa place. En réalité, c'est plus proche d'un organisme vivant, poreux, imparfait, réactif. Et parfois, cette simple porosité suffit à faire basculer un verdict. Parce que la justice, en vérité, elle ne se contente pas de juger des actes, elle juge des êtres humains. Et cette part humaine, c'est justement ce qui crée la marge. Une marge invisible, non écrite, mais décisive. Et face à cette marge, un vieux fantasme ressurgit. Celui d'une justice parfaite, qui tranche net, qui ne tremble pas, qui n'écoute ni les larmes, ni les noms. Un peu comme Judge Dredd. La loi, c'est moi.
Et dans le film, c'est Stallone. Oui, Stallone. Manteau en béton, pectoraux sous le plastron et zéro doute dans le regard. Une justice qui ne débat pas, qui ne remet rien en question, qui ne connaît ni l'appel à l'empathie. Et si parfois dans la vraie vie, on rêvait secrètement d'un verdict comme ça, juste pour éviter d'avoir à douter soi-même. C'est peut-être ça le plus ironique. Ce qu'il y a de fascinant chez Dredd, c'est peut-être exactement ce qui ferait flipper dans une vraie salle d'audience. Parce qu'une justice sans faille, c'est aussi une justice sans retour. 3e jour du procès. Le juré est là, penché en avant, pas parce qu'il s'intéresse, parce qu'il s'agace. Le prévenu, il regarde même pas la victime, il chuchote avec son avocat. Il ne semble ni stressé, ni désolé, juste ailleurs. Et là, le glissement s'amorce. Ah, il n'a pas l'air de regretter. Il se croit au-dessus, il n'a aucune compassion. Ce qui au départ n'était qu'un comportement devient un signe, un indice, un symptôme de culpabilité. Et l'émotion du juré? Eh bien, elle devient un argument. Il croit voir un fait, il ne voit pourtant qu'un ressenti. C'est ça le biais de moralisation, quand le jugement se fait sur l'attitude, sur le ton, sur le pas assez repentant. Pas besoin de preuves, même pas besoin d'aveu, juste une émotion jugée inappropriée. Et c'est le cerveau qui complète le reste. Ce jour-là, le juré ne condamne pas un acte, il condamne une absence d'émotion. Et si ça vous semble déjà inquiétant, attendez voir ce que ressent la salle quand la victime, elle, pleure à la barre. 2e cas. Elle tremble. Sa voix se casse. Elle cherche ses mots. Et pendant quelques secondes, ce n'est plus ce qu'elle dit qu'on entend. C'est la douleur crue, viscérale. Un juré serre le poing. Un autre détourne le regard. L'avocat de la défense, invisible. La preuve matérielle, oubliée. Tout se joue dans ce moment suspendu. Et là encore, un glissement. Ce qu'elle dit devient vrai. Non pas parce que c'est prouvé, mais parce que c'est ressenti. On ne juge plus les faits, on juge l'intensité de l'émotion. Et c'est super piégeux, parce que cette émotion est peut-être 100% authentique. Mais, dans un tribunal, l'émotion n'est pas une preuve. Et pourtant, elle va agir directement comme une injonction dans le cortex. C'est ça, le biais de la contagion émotionnelle, quand l'intensité de ce que l'on ressent prend le pas sur la rigueur de l'analyse, quand la sincérité perçue devient une preuve morale. Et là, certains diront, oui, mais c'est humain. Mais justement, c'est bien le problème, parce que si l'émotion vous touche, c'est qu'elle vous a déjà contaminé. Et pendant que vous cherchez la vérité, votre cerveau, lui, fait le montage. Il trie les scènes, ajoute du son, coupe ce qui dérange, et parfois, il va même jusqu'à broder un bout de film qui n'a jamais été tourné. Autre cas. Il manque 1 heure dans le récit. L'accusé dit rentrer chez lui à 22 heures, mais aucun voisin ne confirme. Son téléphone éteint pile à ce moment-là. Le procureur fronce les sourcils. L'avocat de la défense lui insiste. Rien ne prouve qu'il était ailleurs. Et pourtant, dans plusieurs têtes, l'histoire est déjà terminée. Pas de preuves, trop de flou. Pourquoi ce silence? Pourquoi il n'a pas un alibi solide? Et ça y est, les connexions se forment. Les suppositions deviennent des enchaînements. Et le cerveau, lui, il rebouche les trous. Ça, c'est le biais de la complétion logique. Quand notre esprit refuse le vide narratif, il reconstruit une version qui tient debout. Même si elle ne repose sur rien de vérifiable, c'est pas de la manipulation, c'est pas un mensonge, c'est un raccord mental. Et une fois que le scénario s'installe, bonne chance pour le détricoter. Parce que ce qui nous rassure, et ce qui rassure notre cerveau, c'est pas que ça soit vrai, c'est que ça se tienne. Et quand on confond logique interne et réalité externe, le verdict, lui, peut tourner à l'auto-validation. Mais attendez, le prochain biais, lui, il remplit pas les vides. Il détruit ce qui ne colle pas à ce que l'on croit déjà savoir. Dès le début du procès, il y a cette phrase, glissée dans le dossier, un détail, presque anodin. L'accusé a déjà été entendu dans une autre affaire, 5 ans plus tôt. Pas condamné, rien de retenu, mais la graine est plantée. Et à partir de là, le cerveau, il va trier. Il zoome sur les moments où il semble hésitant. Il cache quelque chose. Il renforce les contradictions dans les témoignages. Évidemment, ça se tient pas. Même les éléments qui pourraient jouer en sa faveur, c'est trop propre, trop bien préparé. Il y a un piège. Et peu à peu, tout confirme ce qu'on soupçonnait déjà. Normal, c'est ce qu'on cherchait. C'est ça le biais de confirmation, ce filtre invisible qui sélectionne les indices confortables.
Ceux qui renforcent déjà ce qu'on pense, et qui ignorent, minimisent ou détruisent tout simplement le reste. Le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. On a l'impression de suivre uniquement les faits. En fait, on suit notre carte mentale, pas le terrain. Ce biais-là, il agit qu'en silence. Il se renforce en groupe. Quand toute la salle commence à voir la même chose, à valider les mêmes ressentis, à vouloir que ça tienne. Et à ce moment-là, c'est plus un raisonnement. C'est un écho qui gonfle, amplifié par les regards, les silences, les micro-acquiescements. Et c'est là que la salle de justice devient une espèce de caisse de résonance. Le verdict ne se construit plus, il s'amplifie. Et si vous pensez que ça s'arrête là, attendez de voir ce que le public, lui, fait du procès une fois les portes fermées. Justement, le procès est fini. Le juge a parlé. Le dossier est clos juridiquement. Mais dehors, alors là, une autre machine s'emballe. Et elle n'attend ni preuve ni procédure. Les réseaux X, Facebook, les plateaux de télé, les dîners du dimanche, les vidéos TikTok montées en 12 secondes chrono. Chacun devient le juré d'un soir. Et surtout, juge de ceux qui jugent. Le verdict est honteux. Enfin, un peu de justice, manipulation, évidemment, il est intouchable. Encore une femme qu'on sacrifie, encore un homme qu'on salit. Et ce vacarme, c'est pas juste du bruit. C'est un amplificateur. Parce qu'à force d'entendre en boucle une version des faits, le cerveau commence à y croire. Un peu, puis beaucoup, puis totalement. Et c'est le même mécanisme qu'en salle d'audience. Démultiplié par des millions de cerveaux interconnectés, des boucles de validation sociale, des likes, des partages, des montages émotionnels, des punchlines calibrées. Tout ça pour nous faire réagir. Le tout est présenté comme une évidence. Et dans cette cacophonie-là, une vérité s'efface doucement. Vous ne réagissez pas forcément à ce qui s'est passé. Vous réagissez à la manière dont ça vous est raconté. Une larme dans un témoignage, un plan au ralenti sur un fond de piano, un montage avec une voix off solennelle. Et voilà, un fait devient un symbole. Un symbole devient une cause. Et une cause devient un combat. À ce moment-là, peu importe ce que dit la loi, la vraie condamnation ou la vraie absolution, elle se joue ailleurs. Elle se joue dans les commentaires. Depuis tout à l'heure, je vous parle de juges, de jurés, de verdicts qui tanguent, de décisions qui dérangent. Et là, une idée s'invite, en douce, comme une évidence qui aurait toujours été là. Il faudrait une vraie justice impartiale, froide, lisse, infaillible. Une justice sans émotion, sans fatigue, sans doute, sans faille. Moi j'ai bien une idée. Vous me voyez venir? L'IA. Oui, l'intelligence artificielle. Pas de passé, pas de colère rentrée, pas de fatigue cognitive, juste des faits, des textes, des corrélations. Une machine qui ne fronce pas les sourcils quand la victime pleure, qui ne soupire pas quand l'accusé ricane. Une IA qui ne juge pas l'émotion, mais uniquement les actes. Et là, vous vous dites peut-être, enfin une justice neutre. Sauf que non. Parce que cette IA, je vous laisse deviner qui l'a programmée. Nous. Elle est nourrie à nos dossiers, à nos précédents, à nos jugements et à nos biais. On lui a transmis notre vision de la justice, nos automatismes, nos angles morts, nos erreurs. Et elle ne doute pas, elle ne débat pas, elle réplique implacablement, fidèlement à notre image. Alors maintenant, j'ai une autre question. À quoi vous feriez confiance, vous? Un juge en chair, avec ses hésitations, ses tremblements, ses contradictions? Ou un algorithme sans cœur, mais avec la balance parfaitement droite? Et si, au fond, le plus effrayant dans une justice rendue par une IA, ce ne soit pas qu'elle soit inhumaine, mais qu'elle soit trop humaine? Et qu'est-ce que vous faites de tout ça?